Face à l'objectif, Marc Zingraf, alors Monsieur le maire, recevez tout d'abord les meilleurs vœux pour l'année 2025 de l'ensemble de l'équipe de Mosaïque. Merci Francis, meilleurs vœux de ma part également à toute l'équipe. Alors il faut le rappeler que vous êtes aussi conseiller régional, vous êtes impliqué à l'hôpital de Sarreguemines et avez aussi une fonction à l'Eurodistrict. Alors une première question, comment vous vous portez avec toute la charge de travail que vous avez sur les épaules? Je suis condamné à être très organisé et j'ai la chance de pouvoir compter sur une expérience en la matière parce que tout cela n'est pas venu du jour au lendemain. Je considère tout simplement que ces fonctions sont une extension du rôle de maire, qui a le rôle central, qui prend l'essentiel de mon activité, et tout est organisé en fonction de cela. Je suis impliqué pour ma ville dans toutes les autres fonctions, même si elles ont cet avantage de pouvoir servir également le pays, la communauté d'agglomération, le territoire de santé. Voilà. Mais il y a un dénominateur commun qui reste l'engagement municipal. Alors de manière générale, la ville en 2024 a continué sa transformation. Alors, la friche des faïenceries est quasiment à terre. Il reste deux ou trois bâtiments que la ville souhaite conserver. Alors quels commentaires faites-vous sur cette première tranche de travaux qui s'achève? Oui, alors, tout d'abord, pour ce qui concerne les chiffres, il reste un peu plus que deux ou trois bâtiments. Il en reste un peu moins qu'une dizaine, et encore, ça dépend comment on compte et comment on segmente la question. Mais il reste l'essentiel des bâtiments, et le choix des bâtiments s'est appuyé sur des études très sérieuses qui ont été menées. L'architecte des bâtiments de France était sur place. La santé de tous les bâtiments, leur opportunité, la possibilité de les récupérer, de les reconvertir, etc., a été étudiée par des spécialistes et aucun choix n'a été fait de manière aléatoire. Donc la dizaine de bâtiments conservés, certains sont extrêmement grands d'ailleurs, je pense au bâtiment tout au fond, qui est un bâtiment industriel récupéré, qui est à mon sens très beau, eh bien tout cela vont retrouver un usage avec le temps. Donc l'année qui vient, sera une année d'organisation de cet espace, de travail sur les voies de communication, de travail encore de prolongement de ce qui concerne la dépollution, la stabilité des terrains, leur aménagement, etc. Et à partir du moment où on aura une vision, parce qu'on est en ZAC, c'est-à-dire en zone d'aménagement concerté, quand on aura une vision d'ensemble suffisamment précise, eh bien on pourra commencer à parler des premiers projets qui sont pour certains déjà déposés et qui attendent qu'on fasse des arbitrages. Mais ça, c'est dans les temps à venir. Cette année, priorité dans un premier temps à l'organisation de l'espace, à la réflexion de ce qu'il faut encore faire comme travaux préparatoires et aux premières approches des projets. Alors on a vu récemment que de nouveaux commerces se sont implantés au Carré Louvain. Alors est-ce que c'est le départ, selon vous, d'une nouvelle dynamique du petit commerce au centre-ville, ou du moins au moins du Carré Louvain? Oui, alors, vous savez que dans toutes les petites villes ou dans les villes moyennes, le commerce vit des jours difficiles et suppose l'implication de tout le monde, pas seulement des municipalités, mais de tous les acteurs de la ville, parce qu'il faut trouver des solutions à des problématiques de notre époque. Dans les difficultés des commerces de centre-ville, on sait que dans la France entière, même à l'exemple des grandes villes, et je crois que Metz par exemple ou Strasbourg autour de nous peuvent nous permettre de le constater, les galeries en tant que telles, qui étaient un concept des années 70, eh bien, il faut les revoir, il faut faire des travaux de fond pour changer la donne. C'est avec nos partenaires et avec nos prestataires ce que nous essayons de faire au niveau du Carré Louvain. Ça avance relativement bien. On a effectivement un certain nombre d'ouvertures qui ont été faites et qui vont encore avoir lieu. Ce n'est pas une question facile, je le répète, mais je pense qu'on est dans une synergie là tout à fait favorable. Alors, en termes d'aménagement urbain, qu'est-ce qu'il faut retenir de 2024? Alors, il y a eu sur la place de Sarreguemines, tout d'abord, la place du marché qui a été inaugurée après une période de travaux qui a été relativement longue, mais qui a permis de remettre à neuf également les réseaux, c'est-à-dire d'inscrire les choses dans la durée, parce qu'il ne s'agit pas de rouvrir dans 6 mois, etc. Donc on a fait vraiment un travail de fond et de qualité sur cet espace-là, qui aurait pu aller un petit peu plus vite s'il n'y avait eu le Covid au départ. Je rappelle qu'elle était programmée un petit peu avant cette place et qu'il a fallu discuter avec tous les acteurs de la place, les restaurateurs, les commerçants, etc. Et qu'on a réussi finalement à se caler sur un
calendrier qui a été celui-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est un espace aussi qui a une portée éco-responsable. La question des arbres avait fait discuter. Aujourd'hui, il y en a plus qu'il y en avait. Au printemps, eh bien, ils vont être solidement enracinés cette fois-ci. Et je pense que c'est une organisation de cet espace-là, place du marché, rue de l'église et tout ce qui est périphérique, eh bien, qui va s'en porter bien mieux. Il reste encore à résoudre un certain nombre d'équations autour de cette place, notamment autour de la question du ramassage des poubelles, mais nous sommes en train de nous en occuper. Il y aura des réponses dans les prochains temps sur cette question-là. Par ailleurs, eh bien, l'ensemble de ce qui concerne le périmètre du centre-ville est constamment dans ses priorités d'action cœur de ville, également en termes d'animation. Là, on sort de la période de Noël. Vous avez pu remarquer que le marché de Noël, eh bien, année après année, essaie de trouver sa formule spécifique. Nous avons fait un premier choix que d'orienter depuis l'année dernière ce marché de Noël vers un marché de Noël faïencier, parce que nous souhaitons nous distinguer des autres communes, proposer quelque chose qu'on ne peut pas proposer ailleurs. En notre culture, c'est la culture faïencière. Donc nous avons foi dans cette perspective-là. Cette année, elle a apporté ses fruits. Les gens qui proposent une activité, du commerce, des articles autour de la question faïencière, eh bien actuellement c'est porteur et nous sommes déjà en train de travailler des contacts pour le marché de Noël de l'année prochaine dans ce sens-là. Donc on a également choisi un nouvel itinéraire qui fasse du lien entre les espaces de la ville. Il a aussi toujours des équations à travailler avec l'association des commerçants pour que de manière périphérique maintenant à cet axe de la rue Sainte-Croix jusqu'à la rue de Verdun, eh bien qu'on trouve une manière de répondre aussi à d'autres attentes périphériques. Mais encore une fois, il faut garder une identité forte sur ce marché de Noël et puis le garder dense, ne pas saupoudrer parce que l'effet de Noël doit être un effet qui nous emporte. Voilà, en tout cas, c'est notre vœu et c'est ce à quoi nous travaillons. C'est à la fois du bilan, mais c'est aussi de la perspective. Alors avant le marché de Noël, il y avait la grande soirée du palmarès sportif. Et là, on a pu mesurer tout le soutien que la ville apporte au monde sportif. Il y a d'excellents résultats, on l'a constaté. Il y avait le passage de la flamme olympique. Alors, qu'y a-t-il au-delà de ces opérations comme message que vous souhaitez véhiculer D'abord, c'est un message de résilience. Le sport, comme la culture, mais de la même manière, en suivant l'activité économique, on a envie aujourd'hui de soutenir la résilience. Les temps sont durs, mais l'humanité et les générations de nos aînés le savent bien. L'humanité connaît des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Ce mandat municipal a été marqué, j'ai eu souvent l'occasion de le répéter, par ce que j'appelle les 7 plaies d'Égypte, qui ont commencé avec la pandémie de Covid, avec les questions environnementales, avec la guerre en Ukraine, etc. On en ressort quand même avec une philosophie qui dit que eh bien, c'est de la responsabilité municipale, entre autres, que dépend une forme de résilience de notre population. Et si on veut qu'elle soit résiliente, eh bien, le sport, l'activité sportive, le tissu associatif, qui est souvent pour les gens une deuxième famille, eh bien, ça doit être un lieu où on reprend des forces et du courage pour affronter l'avenir. Voilà, donc nous avons, entre tous les éléments que vous avez donnés, entre la fête du sport, entre le palmarès sportif, mais également la Saint-Paul et toutes les animations qui ont lieu tout au long de l'année, cette volonté de travailler un territoire résilient qui est vraiment prêt à affronter les années futures. Et pour terminer ce regard sur 2024, quel est le projet, alors petit ou grand, dont vous êtes, vous, personnellement, le plus fier ? Écoutez, moi je crois que je suis très attaché à la question du centre-ville. Je pense que tout ce qu'on a pu faire au niveau du centre-ville, entre la place du marché dont je viens de parler et ce qu'on fait pour essayer de redonner une vocation au centre à travers des moments forts, et je prends celui-là parce qu'il est plus récent, puisqu'il est présent dans notre mémoire, le marché de Noël, eh bien, retrouver une fierté, une identité dans notre centre-ville et lui redonner un avenir. Donc tout ce qu'on peut faire autour de ça, pour moi, c'est une priorité et j'y suis particulièrement attaché. Un regret peut-être aussi ? On va dire une difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais tout prévoir. À un moment donné où vous avez prévu un budget sur telle ou telle opération, vous vous retrouvez avec des inondations.
Ça a été le cas cette année. Donc je nous souhaite, puisque c'est la période des vœux aussi, que 2025 ne soit pas une année d'inondation et ne soit pas à l'inverse non plus une année de canicule. Parce que nous travaillons aussi des zones fraîcheur, nous travaillons aussi la question et la place des arbres dans la ville. Vous savez que sur le ZAC des faïenceries, nous prévoyons de garder les 7 hectares de forêt, c'est essentiel aujourd'hui pour les Sarguminois. Voilà, donc je nous souhaite d'être épargnés par les aléas climatiques qui, quelquefois, eh bien, réduisent à néant les budgets, qui sont déjà difficiles. Je ne parlerai pas d'un budget Himalaya comme notre Premier ministre, mais il y a forcément des moments difficiles. Et si on peut être préservé de l'imprévu, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, nous sommes à la porte de 2025. Quels seraient on va dire, les projets phares que vous allez mener? Alors, ils peuvent être pluriannuels aussi, hein. Oui, alors, dans un premier temps, je pense que cette année, on souhaite regarder vraiment ce qu'on peut faire pour la voirie. Il y aura un certain nombre de choses. Cette année déjà, on a commencé un programme, on a vu avec le département pour quelques kilomètres la route de Beach, route de Deux Ponts, où la chaussée a été revue. Il y aura beaucoup plus de travaux de ce type-là cette année, dans l'année qui vient, voirie, chaussée, etc., pour accompagner ce que je viens de vous dire, cette priorité dans la proximité agréable d'un centre-ville tel qu'il doit être. Avec les difficultés de Sarreguemines, à savoir que nous sommes dans un mouvement pendulaire, vous avez un pont pour traverser dans un sens et un pont dans l'autre, ça conditionne aussi tout un rythme autour du carreau de Sarreguemines, mais là, il y a beaucoup d'endroits où il faut revoir les questions de voirie et tout ce qui est dépendant de ces questions-là. Après, évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la vie associative, c'est important. Qu'il s'agisse du sport, de la culture, etc. Nous allons donc poursuivre un programme entrepris pour les associations à l'École des Vergers, où nous avons commencé à modifier les lieux pour un usage associatif, pour rationaliser, faciliter le vivre ensemble associatif dans des conditions d'aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui va poursuivre sa route cette année. Et alors, je l'ai développé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais il y a beaucoup de questions qui vont être travaillées autour de la ZAC des faïenceries, bien sûr, en bonne intelligence avec la communauté d'agglo qui va être concernée aussi par la prospective sur ces questions-là. J'ajouterai aussi que nous continuons, parce que ça c'est le prolongement immédiat, encore une fois du marché de Noël, dans l'identité faïencière, à regarder notre musée dans son devenir. Je crois que nous devons absolument être fiers de la question faïencière. Nous la redécouvrons et le succès des différents stands au marché de Noël et des conférences d'ailleurs, des différents conférenciers que je remercie qui se sont exprimés autour du marché de Noël, nous montrent que c'est une voie à suivre et nous avons lancé dès cette année un travail sur différentes restaurations, d'une part de notre patrimoine, au niveau du casino, au niveau du musée. Et nous nous sommes penchés dernièrement sur une acquisition à prévoir d'une grande œuvre Cléopâtre qui devrait rejoindre les collections de nos musées cette année. Ça, c'est un objectif 2025 que de permettre le retour de Cléopâtre sur ces fonds baptismaux, si je puis dire, puisque c'est une fresque extrêmement célèbre et de grande qualité dont nous espérons le retour cette année. Alors, Sarreguemines s'affiche comme une belle ville, mais vous y avez déjà beaucoup répondu. Quelles sont les actions pour améliorer le mieux vivre ensemble? Je crois que vous l'avez déjà très bien relaté. Est-ce qu'il faut encore communiquer vers l'extérieur davantage? Oui. Je pense qu'il faut communiquer aussi sur les questions de sécurité que je n'ai pas abordées tout à l'heure. Nous avons investi près de 250 000 euros en caméras de protection, en système de protection sur la ville, reconstituer une équipe de policiers municipaux formés avec un accueil organisé pour mieux recevoir la population, pour qu'une ville où il fait bon vivre, comme cela a été dit tout à l'heure, eh bien, permettre à chacun au quotidien de le constater. Il y a ensuite
évidemment à communiquer, et ça je remercie les médias qui nous donnent l'occasion d'en parler, à propos de ce qui se passe dans une ville, des efforts évidemment que consentent les uns et les autres. Je pense aux nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année dans notre ville pour qu'elle soit plus belle, ne serait-ce qu'à travers le fleurissement que proposent les gens, complémentaire, essentiel, hein, du fleurissement de la ville, qui a confirmé sa 4e fleur cette année, qui a d'ailleurs une distinction pour la diversité végétale de ce qu'elle propose, ce dont nous sommes fiers également, parce que ça fait le lien entre l'esthétique, mais aussi l'éco-responsabilité qui nous est chère. Alors une question maintenant liée à votre fonction de conseiller régional. Alors localement, quelles ont été les actions sur lesquelles vous êtes particulièrement investi? Mais écoutez, je vais vous prendre des exemples. Déjà un exemple qui concerne la ville. Vous savez que sur l'équipement socio-sportif de Beau-Soleil que nous avons inauguré cette année, qui est un équipement à pratiquement 2 millions d'euros, eh bien, nous avons travaillé avec les services de la région et obtenu un subventionnement fort, hein, de la région, et à quoi il faut ajouter le subventionnement européen qui est permis grâce à l'instruction de la région. Donc le travail avec la région est aujourd'hui essentiel pour obtenir des aides indispensables, sans quoi les projets ne pourraient se faire. C'est absolument indispensable. Et un autre exemple, il y a quelques semaines, juste avant les vacances de Noël, le président de région, Franck Leroy, était à Sarreguemines, sur le site faïencier, et nous avons travaillé à ce qui sera demain l'organisation de cet espace, réfléchi à la question du contournement de Sarreguemines qui est cher aux Sarregueminois, dont on pense souvent qu'il est enterré, mais il refait surface, on le travaille différemment. Et évidemment, on a des arguments supplémentaires cette fois-ci. J'entends par là que ce nouveau quartier de Sarreguemines qui naîtra de la ZAC des faïenceries, eh bien, il faut pouvoir l'irriguer en matière de circulation. Et toute cette activité, voire tout le résidentiel qui auront lieu là, eh bien, on ne peut pas espérer, bien sûr, qu'on y arrive uniquement par le pont des Alliés et en tournant à droite comme si on allait au casino. Il est clair qu'il va falloir organiser l'espace complètement différemment et que ça amène encore un argument, en plus de celui du développement économique ou des hôpitaux, pour un contournement. Et là, la région, encore une fois, a également son mot à dire, même si on sait que la question des routes, c'est plutôt le département. Et la mobilité alternative ou douce est intégrée dans ces réflexions? Oui, alors la mobilité douce, c'est également un dossier qui est passé à la vitesse supérieure en 2024, avec un partenariat avec l'association, bien sûr, de nos cyclistes sarregueminois qui sont nos interlocuteurs privilégiés en la matière. Nous sommes passés à la réflexion sur la question du vélo, tout en sachant que nous, en tant que ville, et que nos services doivent apprendre la question du vélo. Dans une petite ville, ça ne va pas de soi, mais si vous allez faire un tour à Metz, à Strasbourg, vous voyez qu'il y a des vélos un petit peu partout. On n'en est pas là, mais on se prépare à la question du vélo et on veut donner la possibilité d'utiliser le vélo. On est convaincu aussi que s'il y a des pistes, il y aura plus de gens qui vont les prendre. Et quand il n'y en a pas, forcément, il n'y a pas de vélo, ou moins de vélos. Donc, on intègre à chaque fois qu'on refait un tronçon de route également la question cyclable, et on s'est projeté aussi avec la communauté d'agglo. Il y a une étude qui a été proposée qui revoit l'ensemble de la ville et son organisation, ses voies routières, en tenant compte de la question du vélo. Donc progressivement, nous allons également avancer dans ce sens-là, et cette année, bien sûr, ira déjà dans ce sens. Vous êtes aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital. Alors, dans l'offre de soins, il y a des choses qui vont de l'avant, qui s'améliorent, et puis il y a des risques. Comment ça se passe? La question des hôpitaux aujourd'hui dans la France entière pose un certain nombre de difficultés budgétaires. La très grande majorité des hôpitaux sont dans des situations budgétaires très complexes. Il y a aussi les questions démographiques. Quand je dis démographique, ça impacte la question, enfin ça relève de l'impact de la question de la natalité, donc directement la démographie. On parle aussi de démographie médicale, c'est-à-dire qu'on manque de médecins à certains endroits, on manque de spécialistes, que ce soit en ville, que ce soit dans les communes,
etc. Toutes ces difficultés-là, vous les retrouvez aujourd'hui dans les petits hôpitaux, dans les petites villes ou dans les villes moyennes, sur les territoires. Au niveau de la région Grand Est, il y a, que ce soit du côté de la Champagne, en Haute-Marne sur un certain nombre de territoires, les mêmes problématiques que chez nous. Beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui connaissent les mêmes difficultés, manque de médecins, manque de naissances en ce qui concerne la périnatalité, enfin, ce sont des problèmes récurrents. Alors, évidemment, ce sont des choix, ce sont des choix sociétaux. Pour ma part, je considère que la question des hôpitaux sur un territoire, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question d'égalité d'accès à un service pour le citoyen quelconque. Donc, je trouve qu'il est tout à fait normal que quand on vit sur les territoires, eh bien, on puisse bénéficier d'accès aux soins qui ne soit pas problématique. Il nous faut donc que partout, et ça commence par les différentes entités prévues pour cela, au niveau de l'ARS et de ses partenaires, eh bien, qu'on ait une vraie prise de conscience de la nécessité de garder un maximum de services de santé sur les territoires et d'avoir un vrai travail de fond pour qu'on puisse avoir la quantité, le nombre de médecins et la qualité des soins nécessaires. Très bien, on va continuer, traverser maintenant la frontière. Vous êtes président de l'Eurodistrict depuis peu. Quels sont, peut-être pour faire très court, un ou deux sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Bien, on va rester dans le domaine de la santé d'ailleurs, puisque notre Eurodistrict se signale à l'heure actuelle par son engagement pour la question de la santé. Nous avons signé une convention il y a peu pour permettre à nos voisins allemands de venir consulter du côté du PET scan que nous avons mis en place, puisque nous avons un service de médecine nucléaire qui est important, qui est une spécificité et une chance pour un territoire. Donc on a signé une convention. Évidemment, notre travail s'établit dans la réciprocité, donc sachant que les Français, en cas d'urgence cardiaques ou peuvent être soignés en Allemagne. Tout le travail de l'Eurodistrict en matière de santé, eh bien, c'est prendre en compte cette réciprocité nécessaire pour un meilleur service des deux côtés. Donc avec un projet Corridor, qui est un de nos projets phares actuellement que nous suivons, qui est travaillé régulièrement avec les instances de l'ARS, avec le ministère allemand de la Santé, partant du principe qu'avec une même carte vitale, par exemple, on puisse être soigné et remboursé de la même manière des deux côtés de la frontière. Il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière, mais c'est une idée qui plaide pour l'expérimentation dans le milieu transfrontalier, ce qui est une possibilité que nous avons depuis les accords d'Aix et que nous suivons de très près. Il y a un service qui a été mis en place au niveau de l'Eurodistrict et qui bénéficie de moyens, puisque les Eurodistricts maintenant ont, en tant que zone fonctionnelle, c'est le cas d'une autre, quelques moyens, un certain nombre de millions qu'ils peuvent attribuer à des opérations spécifiques d'intérêt général et transfrontalier, donc dans le domaine de la santé. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples aussi, puisque nous travaillons des questions qui concernent le développement économique. Et on a beaucoup fait parler de nous cette année, puisque à Budapest, on a obtenu un prix il y a peu encore pour la Kita, à Brébar, pas très loin d'ici, que nous avons mis en place entre évidemment la communauté d'agglo de Sarreguemines et la mairie de Sarrebruck, pour rendre un vrai service bilingue transfrontalier aux gamins dès le plus jeune âge. Très bien, Marc Zingraff, nous voilà arrivés au terme de cet entretien. Nous sommes en début d'année, l'occasion d'adresser vos vœux à la population sarregueminoise, ou autre d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il est extrêmement important d'adresser aux Sarregueminoises, aux Sarregueminois, à tous les amis de notre territoire au sens très large et à toute notre communauté d'agglo et bien au-delà, tous mes vœux de santé, les vœux de santé de la municipalité. On a beaucoup parlé de santé aujourd'hui, mais ça reste, vous voyez, même dans les vœux, la priorité. La sérénité ensuite, parce qu'on a parlé de résilience, et puis de paix, parce qu'on est dans un monde où je trouve que ça manque cruellement de nos jours. Il suffit de suivre un petit peu l'actualité. Donc voilà, santé, sérénité et paix dans un monde qui a besoin de toute notre énergie et de toute notre détermination, et c'est ce à quoi nous nous occupons du côté de la municipalité de Sarreguemines. Belle et heureuse année 2025 à toutes et à tous.